Avec une nouvelle maison spacieuse et joliment meublée dans les environs d'Erbil, dans le Kurdistan irakien, Deria Saddik n'a pas le profil attendu des candidats à l'émigration. Mais ce Kurde irakien de 32 ans est sur le départ. Il se fait du souci pour l'avenir de ses fils. Je ne veux pas que mes enfants vivent la même vie que moi à leur âge. Je veux qu'ils aient une vie meilleure, dans un pays qui respecte l'égalité et les droits de l'homme. Le Kurdistan a longtemps été perçu comme un havre de paix dans un Irak instable. Mais ses habitants font désormais eux aussi partie du flot de migrants. Ils rejoignent les dizaines de milliers d'Irakiens qui ont dû quitter leur foyer il y a un an, lorsque les djihadistes du groupe État islamique menaient leur offensive fulgurante au nord et à l'ouest de Bagdad. Les candidats à l'exil viennent aussi des régions contrôlées par le gouvernement, qui sont affectées par le chômage, de fréquentes coupures d'électricité et une pénurie de services. Ils sont nombreux à passer par Erbil et les affaires prospèrent pour les agents de voyage de la ville. Beaucoup de gens viennent ici me demander un visa sans empreinte. Et ils me disent que l'argent n'a pas d'importance pour eux. Peu importe le prix, ils sont prêts à payer, à condition que le visa n'ait pas d'empreinte, parce qu'aucun d'entre eux ne veut revenir. Les demandeurs d'asile munis de visas sans empreinte évitent plus facilement la déportation depuis l'Union européenne. C'est ce qu'espère Hussein Ash-Shammari, qui attend son bus devant le bureau de l'agent de voyage. Son périple doit l'emmener en Turquie, puis en Grèce. Viendront ensuite la Macédoine, la Serbie, la Hongrie et l'Autriche. Sa destination privilégiée, la Finlande. Ils sont connus pour leurs droits de l'homme. Et ici, que vous soyez diplômé d'université ou fonctionnaire, la situation ne va pas s'améliorer pour personne. Il y a des kidnappings, des meurtres, des milices dans les rues. La vie n'est pas bonne et il n'y a pas d'avenir. Les Irakiens constituaient la 5e plus importante population à chercher l'asile dans l'Union européenne au premier trimestre 2015, avec une hausse du nombre de demandeurs de 200% par rapport à l'année dernière. Beaucoup sont conscients du danger, notamment le voyage périlleux à travers la Méditerranée, mais loin d'être découragés, ils sont prêts à braver les difficultés qui les attendent. Après tout ce qui s'est passé, ils sont toujours là. Devant le sanctuaire d'Erawan, les touristes chinois continuent d'affluer. C'est pourtant ici qu'un attentat à la bombe a fait 20 morts il y a 2 semaines, en plein cœur de Bangkok. Ce qui les attire, c'est cette statue du dieu Brahma, supposée apporter chance. Je pense que c'est juste un incident. Les explosions ne vont pas se répéter très souvent. J'ai entendu qu'ils avaient attrapé le suspect, donc je pense que ça n'aura pas beaucoup d'influence. J'ai entendu qu'il y avait eu des explosions aux informations. Au début, j'étais un peu inquiète, mais tout le monde dit que le pays est bouddhiste et que ça devrait être sûr. Donc je suis venue. L'attentat est le pire qu'ait jamais connu la Thaïlande. La plupart des victimes étaient d'origine chinoise. Pour les tours opérateurs, la baisse du nombre de touristes est une réplique inévitable de l'attaque. Les touristes s'inquiètent que ce genre de choses se reproduisent en Thaïlande. Donc le nombre de groupes de touristes a diminué de 20 à 30%. Le nombre de touristes a baissé de façon évidente. Le tourisme représente 10% de l'économie thaïlandaise et les Chinois sont les plus dépensiers, 5 milliards de dollars depuis le début de l'année. Un public qu'il faut à tout prix rassurer. Dès le début de l'enquête, les autorités ont écarté la thèse de l'attentat, visant spécifiquement les visiteurs chinois. Des poubelles qui pourrissent au pied des arbres, des images de plus en plus fréquentes dans les rues de Tunis. Depuis la révolution de 2011, l'environnement des Tunisiens s'est dégradé, la faute à des services publics défaillants et un incivisme grandissant. C'est le chaos total. Le chaos. Vous savez quoi? Nous ne reconnaissons plus notre Tunisie. Ce n'est pas la Tunisie que nous avons connue. La solution se partage entre le citoyen et l'État, parce que même le citoyen a un rôle à jouer. Il faut que cela commence par le citoyen. Un phénomène qui existait avant 2011, mais qui a explosé depuis. De plus en plus de Tunisiens se sont mobilisés. Sur l'application Plan 125, par exemple, ils peuvent poster une photo d'une infraction. En échange, l'application donne un accès à des responsables politiques pour qu'ils constatent les problèmes. L'idée de Plan 125 est venue simplement de l'état du pays. On a constaté que l'infrastructure se dégrade de plus en plus, l'environnement n'est pas du tout respecté. Alors on s'est dit pourquoi pas faire une application mobile
qui intervient dans ce sens et qui aide l'État à repérer ce genre d'anomalies pour pouvoir les traiter. Des infractions qui ne se limitent pas à la capitale. À La Marsa, ville huppée du nord de Tunis et aussi touchée par ces incivilités, la municipalité assure soutenir ces actions citoyennes. Moi, je suis pour toute action citoyenne désintéressée. Il faut qu'on apprenne à jouer notre rôle de citoyen à part entière. Donc, il ne faut pas qu'on intervienne uniquement lorsqu'on est touché de près ou de loin par une quelconque décision. Des initiatives qui ont fait réagir les autorités. La ville de Tunis a annoncé avoir saisi les tables de café occupant illégalement les trottoirs. Mais pour voir un changement de grande ampleur, beaucoup attendent un plan à l'échelle nationale. Des jardiniers d'un nouveau genre viennent dans cette boutique ou dans l'une des 20 semblables qui ont ouvert dans la capitale uruguayenne depuis 2013, quand le pays est devenu le premier du monde à légaliser le cannabis. La loi prévoit que les consommateurs puissent acheter jusqu'à 40 grammes par mois en pharmacie, mais ce volet n'est pas encore entré en vigueur. Alors en attendant, un marché de niche a fleuri. Les gros shops proposent tout le matériel nécessaire pour cultiver soi-même. Ce n'est pas que le nombre de fumeurs augmente, mais c'est que les gens ont maintenant compris que ce qu'ils fument peut être de meilleure qualité. Donc le marché se développe parce qu'ils tentent tel produit, ils voient que ce qu'ils fument est meilleur, donc ensuite ils achètent plus de matériel. Ça développe cette tendance de l'autoculture. Juan cultivait son cannabis illégalement. Maintenant, il est payé pour le faire. Il a été le premier citoyen à s'inscrire sur le registre national des autocultivateurs. Depuis, il prend soin des cultures au sein d'un club cannabique en tant que responsable technique. À peine 2 ans après le passage de la loi, il estime que son application profite à tout le monde. Il y a maintenant beaucoup de gens qui n'achètent plus sur le marché noir. Ils cultivent chez eux ou au sein d'un club cannabique. Donc, une partie de l'argent qui allait avant au narcotrafic revient désormais à la société, ce qui crée de nouveaux emplois. La plante représente un marché potentiel bien au-delà de la consommation récréative, selon Fabio. Dès que la loi a été votée, ce Brésilien a débarqué en Uruguay avec un projet, cultiver du chanvre, c'est-à-dire du cannabis qui ne contient que très peu de substances actives, pour fabriquer du textile et des médicaments. Avant même sa première récolte, plusieurs laboratoires étrangers se sont montrés intéressés par sa production. Tout le monde veut du chanvre, tout le monde veut des produits issus du cannabis. On est en train d'assister à la naissance d'un marché global du cannabis. Jusqu'à présent, aucune graine de cannabis n'apparaissait sur le registre national des cultures. Plusieurs sortes de semences devraient bientôt y être inscrites, ce qui achèverait de faire du cannabis une culture comme une autre en Uruguay. Au perché et loin des rues bondées d'Addis Abeba, voici le programme spatial de l'Éthiopie. 2 dômes en métal abritent des télescopes ultramodernes d'1 mètre de diamètre chacun. Opérationnel depuis seulement quelques mois, l'équipement spécialisé, le premier en Afrique de l'Est, a propulsé l'Éthiopie parmi le club très fermé des pays africains ayant une ambition spatiale. C'est une partie intégrale de tout cycle de développement. Sans l'aide de la science et de la technologie, j'ai bien peur que rien ne peut être accompli à grande échelle. Notre principale priorité a toujours été d'inspirer les jeunes scientifiques et les enfants, et tout ce qui va avec, de s'impliquer dans ce domaine. Financé par le magnat des affaires éthiopien-saoudien Mohamed Alamoudi, ce programme a été créé en 2004 afin de promouvoir l'astronomie et hausser le niveau scientifique du pays. Pendant près de 10 ans, une poignée de passionnés, dont Solomon Belé, professeur d'astrophysique et directeur de l'observatoire, se sont battus auprès des autorités pour défendre ce projet. Convaincus que même dans l'un des pays les plus pauvres du monde où la malnutrition reste un fléau, la conquête de l'espace n'est pas un luxe. Les gens disaient « ils sont fous », parce qu'à ce moment-là, la préoccupation de l'Éthiopie était la sécurité alimentaire. L'attention du gouvernement, l'attention des instances supérieures
était d'assurer la sécurité alimentaire. Il disait qu'étant donné que nous sommes pauvres, ce n'était pas le moment de commencer un programme spatial et de technologie. Voilà ce qu'il pensait. Avec le temps, les soutiens ont été plus nombreux. L'Éthiopie a maintenant pour projet de construire un autre observatoire plus performant dans les montagnes proches de Lalibela, au nord du pays. Le gouvernement ambitionne aussi de mettre un satellite en orbite d'ici 5 ans pour l'observation des terres agricoles et les communications. Le programme spatial est fondamental. Nous ne pouvons pas le retarder. Nous ne pouvons pas le retarder parce que le retarder signifierait que nous nous permettons de vivre dans la pauvreté. Désormais convaincu que l'avenir de l'Éthiopie passe par l'espace, l'Institut de technologie de Mekele dans le Nord s'apprête à tester au mois de novembre la première fusée éthiopienne pour un vol à 30 km au-dessus de la surface de la Terre.